Nous sommes une séance de formation pour pouvoir partager en fait les connaissances, pour pouvoir permettre d'améliorer en fait votre analyse quand il s'agit de faire votre DCF. Parce que cela aussi fait partie des obligations, en fait, des responsabilités du DAF ou du chef comptable, l'élaboration du DCF. Et dans le DCF, comme j'ai présenté tout à l'heure, que vous aurez une partie, en fait, c'est, de manière pratique, c'est un outil automatisé que vous allez avoir besoin, que vous allez utiliser. Alors, je vais chercher dans mon mail si je vais trouver un modèle d'essai toujours dans la pratique pour que ça puisse pas être vraiment, attends, donc je devais, ça puisse pas être théorique simplement. Je vais voir, donc je vais chercher quoi, euh, je vais chercher, c'est italien. Ça, je vous présente comment ça se présente un peu. Je sais que vous avez, je ne le trouve pas ici. Vous avez tous vu ça, hein, un modèle de DCF. Enfin, vous avez vu ça, si vous avez déjà travaillé avec les dessins, vous avez vu ça, c'est sûr. Mais ici, je ne vois pas choisi. Euh, bon, pas du tout, pas de problème. On revient. Donc, je disais ceci que pour nous, en fait, donc les tableaux de flux de trésorerie, ça veut dire que c'est un composant, un tableau qui fait partie donc de l'alias fiscal en dehors du compte des résultats. Et ici, c'est ça qui permet de retracer en fait l'utilisation des ressources ou des disponibilités que l'entreprise a encaissées durant l'exercice. Donc, il y a eu des flux entrants qui vont être des encaissements et il y a eu des flux sortants qui vont être des décaissements. Et dans ces différents flux entrants et sortants, il y a les activités opérationnelles qui sont les décaissements ou les encaissements qui sont liés forcément à l'activité que l'entreprise à son exploitation. Vous avez les investissements, son type de décaissement aussi, mais qui vont avoir une durée beaucoup plus longue parce que, voilà, il va rester dans l'entreprise sur le long terme d'entreprise qui va acheter, par exemple, un immeuble et cet immeuble-là a pour but, objet de rester pendant toute la vie de l'entreprise, par exemple. Donc, du coup, c'est un décaissement, c'est-à-dire que c'est un flux sortant qui va appauvrir notre trésorerie d'une certaine valeur, mais on va les mettre dans la catégorie des investissements parce que c'est là une importance, une utilité long terme. Par contre, tout ce qui est activité opérationnelle a pour objectif et utilité qui pour tout, pour cet exercice-là. Et vous avez les flux d'investissement, de financement. Les flux de financement, c'est les flux de trésorerie donc liés aux activités de financement. Soit l'entreprise peut avoir pris un emprunt bancaire, c'est un flux de... Et l'emprunt bancaire, ça prend pour une durée beaucoup plus longue. Ce ne sera pas pour une année seulement. D'accord? L'entreprise va prendre, vous allez contacter des emprunts bancaires pour financer certains projets et ou pour financer aussi le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, du coup, ça va être un flux financier, une catégorie de ces trois types de flux financiers. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on appelle par capacité d'autofinancement? C'est-à-dire qu'il représente les flux potentiels de trésorerie générés par l'activité courante de l'exercice. Donc, elle mesure la capacité de l'entreprise à financer ses investissements, rembourser ses dettes et rémunérer l'État actionnaire sans recours à ses financiers extérieurs. Il faut comprendre que la capacité de financement, c'est cette disponibilité, c'est cette variable qui va vous permettre de mesurer la santé financière même de l'entreprise, sa capacité à payer ses dettes, sa capacité à rembourser, d'accord, le capital. Ça permet aussi c'est une grandeur qui est un indicateur fort qu'on verra au niveau dans l'analyse financière. Mais comment c'est calculé? C'est le résultat net, d'accord? Plus les charges calculées, donc, dotation aux amortissements et provisions, moins les produits calculés qui sont les reprises. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, le but, c'est que nous voulons avoir une valeur neutre.
qui sera dans laquelle on peut déjà enlever ou ajouter toutes les charges qui n'avaient pas été, qui avaient impacté notre compte des résultats, mais ces charges-là n'étaient pas décaissables. D'accord? Par exemple, on a parlé ici des amortissements. Donc, l'entreprise qui va enlever, d'accord? L'entreprise qui va, pour calculer compte des résultats nets, on va en fait on va déduire donc les amortissements et les provisions. Mais les amortissements et les provisions, c'est une charge, mais ce n'est pas une charge décaissable. C'est pourquoi on va calculer les tableaux de capacité de financement qui font partie d'une grandeur pour calculer les tableaux de flux de trésorerie. On va réintégrer, donc on va ajouter ces charges calculées qui n'étaient pas décaissables et on va soustraire les produits calculés, donc les reprises sur les amortissements et les provisions. OK. Alors, nous avons ici des données qui sont disponibles. J'espère que vous avez vos blocs pour pouvoir travailler avec moi. J'aimerais que ce soit interactif et vous me répondez. Donc, pour illustrer en fait cette application, on a ici les résultats nets, donc 2 500 000, il faut les considérer comme ça. Dotation aux amortissements représente 1 200 000. Il faut noter, j'espère que vous avez les blocs pour noter, sinon ça sera juste un discours. Parce que si à la base, ce côté-ci est maîtrisé, ensuite, on peut maintenant aller analyser dans le fichier des DCF comment est-ce que cela est organisé et comment l'interpréter. Vous avez de aux amortissements de 1 million, 1 milliard 200, 1 million 200 millions, donc on va dire c'est 1 milliard, de aux provisions 300 millions et reprise sur provision 150 millions. Ça sont les données recueillies à partir de la balance. Alors, pour calculer la capacité de financement, on va prendre donc 2 500, donc on peut dire 2 500 000, plus 1 200 000, plus 300 000, ça représente quoi? Ça représente en fait, puisqu'on parle du résultat net, et les résultats nets ici est de 2 500 000 ou 2 500 000, et du coup, nous allons ajouter donc la dotation aux amortissements qui est 1 200 400. D'accord? Donc, on a acheté les 1 400 000 parce que ici, le but, c'est qu'on veut avoir une capacité de financement pour pouvoir calculer, donc, ici, les résultats tabler les flux de trésorerie pour les activités opérationnelles, pour les activités euh, d'investissement et les activités de financement. Et donc, voilà les calculs sont faits. Nous avons 2 500 000 qui sont les restats nets, puis de gestion aux amortissements 1 200 000, puis de gestion aux provisions 300 millions. Et reprise des provisions, moins les reprises des prévisions, des 150 millions, moins les productions des 400 millions. Et ça nous permet de déterminer notre capacité de financement. Et donc, nous avons déjà calculé les capacités de financement. Maintenant, ici, on va prendre les flux de trésorerie des activités opérationnelles. Comment est-ce que cela va se dérouler? Comment est-ce qu'on les mesure? Ici, déjà, pour le mesurer, il faut qu'on puisse avoir notre BFR. Notre BFR ici, variation des stocks. On va prendre donc dans notre bilan, je pense que vous avez les données ici. Je vais encore revenir. Les 300 000, c'est là, 300 millions. Voilà, nous sommes sur cet exercice. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous dites, hein. Cela, monsieur, Mhm. cela, monsieur, pourquoi à partir des dotations, on trouve le signe négatif? Pourquoi on a bien commencé avec 2 500 000 et à partir des dotations, des provisions jusqu'aux reprises de provisions, on a calculé avec le signe négatif concernant comment on appelle, la capacité d'autofinancement. Bon, euh, les signes négatifs au niveau des reprises, c'est ça? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une formule comme telle, ou bien il y a une loi dont on doit vraiment C'est analyser une formule pour, de calcul de pour dotation et de cela? capacité d'autofinancement.
C'est une formule de D'accord. capacité de financement. Parce que ici, en fait, euh, lorsqu'on avait déterminé le résultat net, dans le résultat, on va considérer ceci comme étant, euh, déjà, faut comprendre que les résultats, les reprises provisoires, les reprises des produits, ce sont des produits, d'accord? Ce sont des Oui, produits. oui. Et lorsqu'on détermine les résultats nets, c'est l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges, d'accord? Hmm. Donc, dans l'ensemble des produits, y compris les reprises des provisions et les produits de cession. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Sachant que ce ne sont pas des valeurs décaissables, parce que ici, le but, c'est qu'on doit avoir une capacité de financement. Pourquoi? Parce qu'ici, on va enlever tout ce qui n'est pas décaissable ou encaissable. C'est-à-dire que ce qui n'a pas influencé de manière directe notre trésorerie. Je m'explique. Lorsque l'entreprise donne le calcul de résultats, on va enlever, on va mettre en charge donc de la chose amortissement. Ça va réduire notre résultat. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais cette réduction-là, en fait, n'a pas un impact de trésorerie direct parce que c'est une charge enregistrée, calculée. Mais ce n'est pas comme si l'entreprise avait effectué réellement une dépense où l'argent était sorti. Est-ce que tu comprends la différence? Ici, on veut rester dans ce qui a un impact direct. Et c'est pourquoi ce qui avait été soustrait pour nous le calcul du résultat net, on va l'additionner. Ce qui avait été additionné sur les calculs des résultats nets, on va les soustraire. Mais ça ne concerne que tous les grandeurs qui ne sont pas décaissables, qui n'ont pas impacté directement la trésorerie. Donc, c'est une formule. Donc, il faut noter ça si vous avez un bloc-notes. Et donc, nous avons calculé notre capacité de financement. Et ici, on va donc avoir donc les besoins en fonds de roulement. Les besoins en fonds de roulement, nous avons la variation des stocks, 600 millions. Donc, il y a eu une augmentation des stocks de 600 millions. Ça signifie comment on fait pour calculer la variation des stocks? On avait calculé, on avait vu ça, je pense, que quand on faisait l'analyse des comptes, pour calculer la variation des stocks, il faut juste prendre le stock final moins le stock initial. Est-ce que vous voyez? Et donc, la différence, c'est ça qui donne la variation des stocks, soit c'est positif ou négatif. Et ici, c'est 600 millions. Variation des créances clients, on va prendre donc euh, au 31 décembre, N moins 31 décembre, N moins 1, on va trouver la différence. On va constater que les créances clients ont augmenté de 800 millions. Et on va faire la variation des dettes fournisseurs. Parce que les besoins des fonds de roulement, c'est calculé en fait par rapport aux les stocks, les créances, les dettes, parce que c'est ça qui va nous permettre de voir, non, de mesurer notre besoin en fonds de roulement. Alors, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation de dettes de 400 millions. Donc, toujours en prenant la différence. Puisque quand on fait les états finaux, les DCF, on a toujours une année de référence, 31 décembre N-1 et 31 décembre N. Il faut toujours le faire. Il y a plusieurs méthodes de le faire, mais ici, on est dans la méthode de calcul du BFR. Donc, comprenez les valeurs sur le poste du bilan. Parce que ça, ici, on analyse le poste du bilan. Sur le poste du bilan au 31 décembre N-1, sur ce poste-là, vous allez prendre la même valeur, les mêmes postes au 30 décembre N, on fait la différence et on trouve la variation. Soit il y aura une augmentation ou il y aura une réduction. Et donc, nous avons eu une augmentation. Si au 31 décembre N-1,
le stock était à un certain montant. Maintenant, au total de somme N, il y a eu une augmentation de 600 millions par rapport au stock récent. Ça veut dire que nous avons ici une partie de la trésorerie qui est bloquée sous forme de stock. Les créances aussi ont augmenté de 800 millions. C'est aussi une partie des trésoreries qui est bloquée sous forme de créances, y compris les dettes. Et donc, ayant calculé donc les besoins de fonds de roulement, on va prendre 600 millions plus 800 millions moins 400 millions. Ça nous donne 1 million. Est-ce que vous avez la clairvoyance dessus? Alors, ceci, c'était pour le but de calculer le flux de trésorerie d'exploitation. Donc, on va prendre la capacité de financement moins les variations du besoin de financement. La variation du BFR. Donc, 3 450 000 que nous avons calculé lorsque nous avons la capacité d'autofinancement, on va enlever les 1 million qui représentent la variation du flux d'exploitation. Ça veut dire qu'on veut déduire notre capacité d'autofinancement. Les variations de BFR, c'est tout ce qui est, c'est une partie de ces capacités de financement en dehors de ce qu'on a enlevé comme les adaptations d'avancement, c'est partie qui n'est pas, qui est comme une trésorerie, mais qui est immobilisée ou qui est stabilisée à part soit les stocks, les créances les clients et les dettes fournisseurs. Et ça nous donne directement 2 450 000 qui est notre flux de trésorerie d'exploitation. Parce que j'avais dit, si vous vous rappelez, on a montré ici que pour déterminer dans notre table de trésorerie, nous aurons trois catégories de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie qui correspondent exactement c'est ici, aux activités opérationnelles, les flux de trésorerie liés aux flux d'investissement et les flux de trésorerie liés au financement. Et donc, pour être clair et simple, nous avons ici calculé ces flux de trésorerie en partant sur la base du calcul d'abord la capacité de financement. Et à partir de la capacité de financement, maintenant, on va aller calculer les besoins en fonds de roulement pour les soustraire de notre capacité de financement afin d'avoir le flux de trésorerie des activités opérationnelles. Je ne sais pas si c'est clair. Et la capacité de financement, la formule est donnée ici. Il faut l'appliquer pour qu'elle soit compréhensible. Pour ça ne soit pas comme un discours. Et nous avons les besoins en fonds de roulement, aussi les éléments sont donnés ici. Une fois qu'on a ça, c'est deux secondaires. On fait la capacité de financement moins la variation des fonds de roulement. Du besoin des fonds de roulement, on a 10 450 millions de francs CFA qui représentent les flux des activités opérationnelles. Maintenant, nous allons voir les flux de trésorerie des investissements. Parce qu'on a calculé les besoins des fonds les flux de trésorerie des activités opérationnelles, on veut voir les flux de trésorerie pour les investissements. Les flux de trésorerie d'investissement donc reflètent les décisions stratégiques de l'entreprise en matière d'acquisition ou de cession, d'acquisition et de cession d'activités sur le long terme. Et je pense que j'ai déjà abordé ça. Pour une entreprise publique congolaise, ces flux sont particulièrement importants car ils traduisent la politique d'investissement et de modernisation des outils de production. Donc, c'est normal qu'ici, à la base, le flux d'investissement, trésorerie, et flux de trésorerie d'investissement sera négatif parce que on a toujours les décaissements, d'accord, les encaissements moins les décaissements, autant pour moi, on n'aura pas assez d'encaissements parce que c'est l'entreprise encaisse généralement plus pour les activités opérationnelles plutôt qu'aux activités d'investissement. Parce que les activités d'investissement, ça suppose que l'entreprise doit vendre une partie de ses immobilisations. Or, une entreprise n'a pas pour vocation de vendre ses immobilisations, sauf qu'il peut faire la cession pour les immobilisations qui sont déjà amorties. Donc, la valeur d'acquisition et des flux
entrant sera toujours inférieur à la valeur des flux sortants. Et ça, c'est faux. Donc, l'entreprise ici réalise donc une session, comme on donne l'exemple ici, de 500 millions, correspond probablement à la vente d'actifs obsolètes. C'est-à-dire que l'entreprise a une machine, a des engins qui n'utilisent plus, et en ce moment-là, l'entreprise va vendre. Ces engins-là vont rapporter 500 millions. En même temps, l'entreprise a fait une acquisition de 3 000 millions, ou je vais dire 3 milliards, pour acheter un bâtiment, un immeuble pour ses bureaux de direction. Et donc, la première étape, c'est qu'il a fait l'acquisition de 3 millions, ce qu'on a mis ici. En haut, ici, acquisition significative d'immobilisation pour monter 3 millions de francs CFA. Et l'entreprise a fait la cession de 500 millions. Donc, si on va calculer les flux de trésorerie net pour les actifs d'investissement, ce sera combien? Je vous écoute. Est-ce que vous êtes là? OK, vous n'êtes pas fatigué parce qu'on est sans fatigué. En fait, moins 3 millions, plus les 500 millions, on a le flux net de moins 2 500 000. Parce que c'est normal, le flux d'investissement, il y a eu plus de. L'acquisition, c'est l'argent qui est sorti. 3 milliards. La cession, c'est l'argent qui est rentré. Donc, quand on fait la somme, on a négatif 2 milliards 500 millions. Donc, il y a plus d'argent d'investissement sortant que l'argent d'investissement entrant. Et ça, c'est normal. Ensuite, on va faire les flux de trésorerie pour des activités de financement. Il y a deux possibilités. La première, les nouveaux emprunts, financement externe, donc contracté pour soutenir le développement. La deuxième, remboursement peut être un remboursement d'emprunt. L'entreprise qui avait contracté des emprunts doit faire les remboursements par rapport aux échéanciers. Et l'entreprise peut aussi payer des dividendes à l'État qui représente 500 millions. Et donc, ici, on fait aussi la somme par rapport aux ressources de financement pour des entrants et des sortants. Lorsque l'entreprise fait des emprunts bancaires, par exemple, ou la levée des fonds, Monsieur Hervé, oui, bonsoir. bonsoir. Est-ce qu'on peut reprendre cette partie-là, s'il vous plaît? La dernière partie, Ah oui. s'il vous plaît. D'accord. Je vais expliquer de ce côté-ci. Dans cette partie des financements, des trésoreries, ça, c'est pour retracer, en fait, comme j'ai dit en amont, que l'entreprise a, engrange des fonds, du cash, des encaissements et des décaissements. Et les tableaux de flux de trésorerie, c'est une partie, une composante du DCF qui analyse, en fait, tous les processus, d'accord, des trésoreries ou des encaissements et des décaissements de l'entreprise. Alors, il les distingue sur trois catégories. Pour pouvoir mieux l'analyser, les activités opérationnelles, qui sont l'activité principale de l'entreprise qui va générer du cash, et les activités d'investissement, qui sont les activités que l'entreprise qui peut générer aussi du cash ou des décaissements comme acquisition d'un bien immobilier ou cession d'un bien ou d'un actif. Mais dans les activités d'investissement, les décaissements est beaucoup plus toujours important que les encaissements. Ça, c'est pour revenir un peu cette partie de l'ensemble. Ensuite, on est maintenant de la partie des trésoreries des financements, la quatrième étape. Et cette partie de trésorerie, ça fait en fait allusion à tout ce qui est financement de l'activité de l'entreprise. Il y a deux possibilités. L'entreprise doit faire recours soit aux emprunts extérieurs, donc externe, donc qui va contacter pour pouvoir financer son développement, ou ça peut être aussi des emprunts intérieurs. Ça veut dire que l'entreprise peut aussi lever le fonds auprès de nouveaux actionnaires pour pouvoir augmenter soit son capital. Et si l'entreprise décide d'augmenter son capital, il y aura forcément des fonds qui vont entrer et ces fonds-là vont encore financer son développement. Donc, ces fonds-là impactent la trésorerie et maintenant, là, ça ne sera pas catégorisé du côté ni d'investissement, parce que ce n'est pas un investissement ici, il n'y a pas d'investissement, pas du côté d'investissement, ni des activités opérationnelles, mais ça reste dans les financements, dans le flux de trésorerie des financements,
Mais dans ces plutôt ces financements, il y a deux possibles pour des financements externes, hein, qui peut être des levées de fonds, ou ça peut être augmentation de capital en interne, ou ça peut être l'entreprise va faire des emprunts bancaires. Il peut faire des emprunts sur des marchés d'obligations, il peut faire des emprunts sur des marchés financiers, il peut faire des emprunts en prenant les emprunts bancaires sur le long terme ou voilà. Et de ce côté-là, ça va venir en fait impacter sa trésorerie. Et en impactant sa trésorerie, ça va être catégorisé dans ce côté des financements. Mais il n'y a pas que ça, j'ai parlé des entrées. Mais il y a aussi des décaissements qui est en lien avec les activités de financement. Parce que lorsque l'entreprise a pris les emprunts, l'entreprise fait aussi des remboursements d'emprunts suivant les échéanciers. Et si l'entreprise est en train de faire des remboursements de prêts, donc cette trésorerie sortante là, c'est décaissement qui va dans le sens des remboursements des emprunts est ici catégorisé dans les flux de trésorerie de financement, toujours. Et l'entreprise va aussi payer des dividendes pour l'État, à l'État ou auprès de ses actionnaires. Pourquoi ils paient les dividendes? Parce que les actionnaires avaient souscrit, les actionnaires ont des parts sociales dans l'entreprise. Donc, du coup, ces dividendes payés ne rentrent pas dans la catégorie ni des activités opérationnelles, ni des activités d'investissement, mais ça reste dans les sources de financement. Monsieur Harvey, Oui. mais les dividendes sont payés aux actionnaires et à l'État également? Oui, mais il y a des Bien fois juste aux où actionnaires. l'État fait partie des actionnaires. Je pense que Ah, dans ok, toutes les d'accord. sociétés ici, l'État fait partie des actionnaires, même surtout dans les banques. D'accord, L'État aussi est un actionnaire. ok. Donc ici, l'État n'est pas voilà, l'administration fiscale. C'est-à-dire que là où on paie les impôts, non. Par contre, du côté de l'administration fiscale, il y a aussi des décaissements qui peuvent être faits. Mais ici, maintenant, ces décaissements-là ne vont pas rentrer dans l'activité de financement, ça va être dans les activités d'opération, les activités opérationnelles. Puisque si l'entreprise paye ses impôts, c'est le fonctionnement normal parce qu'il fait ses opérations et voilà. Et c'est sur la base des activités opérationnelles qu'il est en train de payer les impôts. Voilà, il paye à l'État et ça rentre des activités opérationnelles. C'est normal. Mais ici, dans les dividendes proprement dites, ici, il faut que ça rentre dans les activités de financement. Et donc, quand on va faire ça, on va faire la somme entre les entrées, les encaissements entrants et les décaissements. Donc, ici, nous avons par exemple notre trésorerie de financement. On a donné un exemple ici. Je vais réduire ceci. Voilà. En faisant cette somme, donc par exemple, ici, nous avons les nouveaux prêts accordés représentent des millions, 2 000 milliards ou des milliards. Nous avons ici les dividendes accordés. Nous avons payé les dividendes de 500 millions. Nous avons fait les remboursements de 1 million 200 ou 1 million 200. Et du coup, combien va rester en fait dans cette sommation au niveau des activités de financement? On comprend que c'est 300 millions qui restent. Et donc, cette partie est positive de 300 millions. Parce qu'on fait la somme. Les entrées moins les sorties. Les entrées, les prêts que nous avions reçus, moins les dividendes accordés, moins le remboursement, nous allons rester avec 500, avec 300 millions. Maintenant, après, on pourra avoir, sur la base de ceci maintenant, ça va être retracé. Alors, c'est cette base qu'on a fait la somme de tous ces flux. Ici, les supports, je pense que ça n'a pas été présenté, mais je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Comme la somme de tous ces flux, donc, les activités opérationnelles, les activités d'investissement, les activités de financement, on a fait la somme pour chaque type d'activité. Ensuite, on va maintenant additionner avec notre trésorerie au 31 décembre N ou au 1er janvier N. Non, au 31 décembre N-1, c'est la même trésorerie qui était au 1er décembre, le 1er janvier. D'accord? Et cette trésorerie au 1er janvier, plus tout ce que nous avons eu comme addition, nous donnera réellement la trésorerie au 31 décembre. N
où nous sommes. Exactement. Il ne devrait pas y avoir des écarts. Donc, on verra ça avec les DCF exactement comment est-ce que c'est constitué. Parce qu'ici, il fallait d'abord comprendre le calcul, comment est-ce que c'est incrémenté. Maintenant, dans le DCF, il y a des formules déjà qui sont intégrées qui les calculent de manière automatique. C'est-à-dire, quand vous mettez la balance, il va les récupérer sur ces comptes-là et il les met il les catégorise déjà et il fait des calculs de manière automatique et vous donne. Mais si vous ne connaissez pas comment c'est constitué, s'il y a une anomalie, une erreur, un bug de la formule de votre liasse fiscale ou de votre document, vous ne saurez pas corriger. C'est très important de savoir comment est-ce que ça a été calculé pour que vous-même, vous puissiez savoir comment analyser votre tableau de flux de trésorerie, comment l'interpréter même sur l'activité même de l'entreprise. On verra l'interprétation un peu plus tard dans la séance. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, si Dieu, s'il plaît à Dieu, et même samedi. Merci pour votre disponibilité. Je crois que tout a été enregistré. Vous allez trouver ça de la plateforme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Pour les 2 minutes qui nous restent, on va les répondre. Merci, M. Hervé. OK. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions. Je suis très ravi de répondre. On répond encore. Voilà, nous allons encore répondre et puis on avance parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et je vous encourage toujours Oui. à consulter donc la plateforme et à faire des propositions pour amélioration. Et voilà, c'est ça qui est très important. Et donc, je vous souhaite excellente soirée parce que demain, il y a le boulot. Il est 22h09. Je sais que tout le monde est déjà très, très fatigué. Allez, à très bientôt. Merci, monsieur. Merci.